Donc, méfiance des hypergamma, parce que d'abord, on a des accrochages aspécifiques des auto-anticorps. En fait, quand c'est tellement élevé, l'hypergamma, parfois, on va avoir des dosages d'auto-anticorps qui sont positifs, mais qui ne signifient rien de particulier. Et puis, deux infections dont il faut se méfier, c'est le HIV et leishmaniose. Donc, CRP, VS en baisse, en poussée, il faut se méfier aussi. C'est un signe éventuel de syndrome d'activation macrophagique. Alors, 2-3 mots sur l'hypergamma pour dire que 5 grammes par litre à 3 mois, c'est déjà une hypergamma-globulinémie. On n'a pas forcément l'idée. Hein. Alors, à la naissance, c'est les immunoglobulines des parents, mais ensuite, à 3 mois, enfin de la mère, hein, pas du père, bien sûr, et à 3 mois, 5 grammes par litre, c'est déjà augmenté. À 1 an, 10 grammes par litre, c'est élevé, et puis à 6 ans, c'est à peu près ce qu'on voit chez l'adulte. 15 grammes par litre. Donc l'hypergamma, quand on a une grosse hypergamma, on se dit toujours ah bah ça doit être peut-être un lymphome, ça va être une leucémie, qu'est-ce qui se passe? En fait non. Quand on regarde les hypergamma en pédiatrie, c'est très rarement des cancers ou des hémopathies. C'est d'ailleurs plutôt des hypogamma. Infection et maladie auto-immune, c'est vraiment les deux grands générateurs d'hypergamma-globulinémie. Et je dirais vraiment infection pour nous à éliminer dans le cadre des diagnostics différentiels. Donc, lupus, connectivite, maladie inflammatoire du tube digestif dans ceux qu'il ne faut pas oublier, et leishmaniose HIV, vraiment le duo de choc devant des protidémies très élevées. Procalcitonine, alors procalcitonine, nous, nos infectiologues, ils adorent ce marqueur. Nous, on n'en fait rien parce que c'est peut-être utile dans certaines infections néonatales, méningites, sepsis, mais dans les maladies inflammatoires, en fait, c'est toujours, surtout dans les vascularites, c'est toujours très élevé. Moi, j'ai régulièrement, quand par mégarde, un de mes internes a demandé la procalcitonine, on a souvent le biologiste qui nous appelle en demandant est-ce que votre malade est en réanimation, la pro-CT, c'est notre record mondial de toute l'année, comment c'est possible? On dit, ah ben non, c'est un patient qui a une vascularite, là, il est sur ses 2 pattes arrière, il va bien. Donc, procalcitonine, c'est pas un bon marqueur de nos maladies inflammatoires. C'est augmenté et pas discriminant. Substance amyloïde A, ça a été mentionné par professeur Chirat juste avant, dans la fièvre méditerranéenne familiale, on le fait une fois par an pour regarder un peu le niveau inflammatoire chronique de nos patients. C'est peut-être pas si informatif par rapport à la CRP, donc c'est un marqueur qui est débattu encore, mais qu'on a tendance à utiliser pour monitorer la fièvre méditerranéenne familiale et le traitement par colchicine, pour éviter la survenue d'une amylose qu'on a discuté ensemble et dont, malheureusement, une fois qu'elle est installée, on n'a pas beaucoup de remèdes et les anti-IL-1 ne permettent pas de réverser l'amylose. Et puis, un nouveau marqueur qui va sans doute faire parler de lui, c'est l'IL-18. Celle-ci, elle est à peu près équivalente à l'IL-1 en ce sens où l'interleukine 1, elle est sécrétée en même temps que l'interleukine 18. Par contre, l'interleukine 1, on ne sait pas bien la doser. L'IL-18, beaucoup plus. Et elle est identifiée dans certaines situations, comme le syndrome d'activation macrophagique, où elle va être très élevée, dans des complications pulmonaires des arthrites juvéniles, et puis dans des mutations NRRC4 gain de fonction. Ça, c'est une nouvelle maladie auto-inflammatoire, où vraiment l'IL-18, c'est un marqueur de cette maladie. Donc là, c'est toute la ribambelle de maladies auto-inflammatoires. Je dirais, pour vous, les gènes sont un peu perturbants. Bon, il y a la pyrine, la fièvre méditerranéenne, retenez celle-ci, mais maintenant, on en découvre plein. D'autres maladies auto-inflammatoires. Et je vais juste illustrer ça parce qu'en général, les pédiatres connaissent cette maladie. Le CEPA. Alors, CEPA ou CEPASA, c'est un petit titre un peu sous la forme de blague, mais le syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires. J'ai l'impression que ça a sauté. Ouais, par les protéines alimentaires. Donc, c'est un garçon qui, en période néonatale, fait des chocs vasoplégiques à répétition avec des signes digestifs associés, diarrhée sanglante, entérocolite, urticaire, ça a l'air d'être rythmé par l'alimentation. Ça, nos gastro-entérologues, ils pensent que ça peut être un CEPA. Moi, je ne connaissais pas cette entité, mais donc les allergologues aussi connaissent bien. On a arrêté les protéines de lait de vache pour ce patient. Et puis, sur l'histologie, on avait quelques points d'éosinophilie au sein des tubes digestifs. On avait une atrophie duodénale et puis de l'inflammation, mais on a essayé de faire ce que nous recommandaient nos collègues. Ça n'a rien changé. On avait de l'inflammation dans le sang. La méthémoglobinémie qui est parfois augmentée dans les CEPA, elle était normale. Et alors, quand on n'arrive pas à améliorer un patient et qu'on n'a pas d'idée, qu'est-ce qu'on fait? On fait des corticoïdes. Donc, les hydrolysats, ça n'a pas changé grand-chose. On l'a corticothérapé, il allait mieux. Et puis, on a mis des traitements par anti-IL-1, par analogie de nos autres maladies auto-inflammatoires.
il allait drôlement mieux. Là, vous avez la ferritine en rouge et surtout le bleu, c'est l'IL-18, qui est ce nouveau marqueur qui normalement est indosable. Et là, chez ce patient, on avait des taux avec un record à 35 000, qui est une valeur absolument phénoménale. Et donc, quand on a ces niveaux d'IL-18, eh bien, c'est un marqueur diagnostique de cette maladie un peu nouvelle. C'est un NLRC4 gain de fonction. Ça ressemble à un CEPA, mais c'est pas un CEPA. Donc, pensez à appeler Bouchra ou Kenza en cas de NLRC4 gain de fonction qui pourrait vous faire évoquer un CEPA. Donc, cette IL-18, elle est utile dans différentes maladies, notamment la GI systémique, les syndromes d'activation macrophagique, moins dans les lymphohistiocytoses, dans les hématologues qui ont les lymphohistiocytoses génétiques, c'est habituellement moins augmenté que dans les syndromes d'activation macrophagique. Donc, c'est peut-être un marqueur aussi intéressant. Et puis, bientôt, on aura des traitements. Donc, ce sera intéressant d'avoir ces informations. Signature interféron, c'est un autre marqueur qui a de l'avenir parce que l'interféron, c'est vraiment le marqueur des infections virales. Par exemple, moi, il y a une semaine, avec mon syndrome grippal, j'étais blindé d'interférons dans mon corps, j'avais des courbatures. Ça, c'est l'interféron qui fait ça. C'est quand on lutte contre un virus. On ne sait pas bien mesurer l'interféron, mais donc là, vous voyez, c'est une cellule qui a des ADN de virus ou d'ARN. Elle va fabriquer de l'interféron ici, qui va venir sur ses récepteurs. On ne sait pas très bien mesurer l'interféron lorsqu'il est dans le milieu extracellulaire, mais en dessous des récepteurs, on a une voie de signalisation qui emprunte aux voies JAK-STAT et qui induit ensuite les ISG, Interferon Stimulated Genes, qui correspondent à cette signature interféron. La signature interféron, en fait, c'est un marqueur ARN transcriptomique qui est en cours de développement par pas mal de compagnies, Cerba, Biomérieux, ils sont en train de s'y mettre et ce sera accessible un peu partout dans le monde bientôt. Et cette signature interféron, elle est le reflet sur les cellules périphériques du sang qui a bien de l'interféron, mais vous voyez, c'est indirect. On ne sait pas mesurer l'interféron ici, donc on va démontrer que le programme induit par l'interféron est présent avec ces ISG ou signature interféron, Interferon Stimulated Genes. Donc c'est intéressant parce que en miroir de la CRP, toutes les maladies auto-inflammatoires, les arthrites juvéniles, elles n'ont pas vraiment une signature augmentée. Par contre, les lupus, les dermatomyosites, eux, ils ont une signature très fortement augmentée. Donc, ça en fait un très bon marqueur de ces nouvelles maladies connectivites qu'on peut suivre avec ce prélèvement sanguin. Vous vous souvenez, ils ont une VS augmentée CRP normale, et ils ont aussi une signature interféron très forte. Et puis, c'est intéressant parce qu'on a des nouveaux traitements qui viennent court-circuiter ces voies de l'interféron, notamment les inhibiteurs des voies JAK-STAT et inhibiteurs de JAK en particulier. On mentionnait tout à l'heure qu'on a la cytokine qui arrive sur son récepteur et qui va signaliser à travers toute une cascade qui emprunte à JAK-STAT. Eh bien, on a des inhibiteurs de JAK qui peuvent améliorer nos patients. Vous voyez des tableaux d'engelure ici, améliorés avant-après. Alors, peu importe finalement le type de maladie sous-jacente, mais ça a vraiment même un intérêt au niveau thérapeutique avec une baisse de la signature interféron sous traitement. Alors, je vais finir juste en vous disant qu'on a parlé des trucs simples ou relativement simples. L'IL-18 signature interféron, je pense que ce sera accessible d'ici 5 à 10 ans un peu partout. Et puis, les trucs pas simples, mais en disant 2 mots, pour dire que maintenant, on est à des niveaux d'exploration possibles qui sont complètement incroyables. On peut regarder 6 transcrits pour la signature interféron, c'est ce qu'on fait nous dans les lupus et on a monté cet essai en routine. Ici, vous avez une colonne par patient. En jaune, ici, c'est les sujets contrôle. En rouge, c'est les patients lupus, donc ils ont tous une signature positive qui est rouge ici. Et si vous regardez l'ensemble du transcriptome de nos malades, eh bien, en fait, il y a plein d'autres paramètres qu'on peut maintenant quasiment mesurer et donner une image globale de ces sujets, mais c'est vraiment hyper complexe. On n'imagine pas faire ça num CRP transcriptome. C'est pas tout à fait ce qu'on peut encore demander aux urgences, ni même qu'on pourrait comprendre. C'est vraiment difficile d'interpréter ces données. On est de plus en plus à essayer d'explorer qu'est-ce qui se passe sous l'iceberg et quels sont les éléments de l'inflammation qui nous permettent de faire un diagnostic correct. Et puis, on peut prélever à peu près tout maintenant. On peut vous faire un prélèvement nasal, ce que je me suis fait ce matin pour vérifier si j'étais toujours Covid positif. On peut faire des prélèvements, des sécrétions diverses et variées à différents temps. On peut prendre l'ADN, les protéines, les ARN, tout ce que vous voulez. Donc, on arrive à un niveau de complexité qui n'est plus possible au cerveau humain d'explorer. Donc, on a besoin de machines, on a besoin d'entraîner la machine pour lui dire ça, c'est un lupus ou ça, c'est une fièvre méditerranéenne.
C'est un poisson, c'est un chat, c'est un chien. On avance comme ça en entraînant le système et puis ensuite, on a le système qui sera capable d'améliorer lui-même le diagnostic en s'entraînant et en nous aidant au final à faire des diagnostics. Et on participe actuellement à ce type de projet pour l'immuno et pour des marqueurs inflammatoires. Et puis, si on revient sur notre petit patient du départ, pour finir, la VS, elle est à 4, la CRP, elle est normale, il n'y a pas de signature interféron. On a fait un test omics et donc ce n'est ni un chien ni un chat. Et en fait, si on pose la question à l'interrogatoire, c'était des piqûres de moustiques. Donc, pour illustrer quand même que dans nos affaires, la clinique est importante, le contexte est important. Il ne faut pas faire des tests biologiques sans avoir correctement interrogé le patient et posé des questions. Donc, je vous laisse cette diapo de conclusion. J'ai un peu dépassé mon temps, mais VS ferritine fibrinogène SA, c'est un peu tout le temps augmenté. CRP versus signature interféron, c'est sans doute un peu une battle intéressante de marqueurs inflammatoires. La pro-CT, elle n'a aucun intérêt pour nous. Et puis, pensez à contextualiser vos examens biologiques parce qu'ils doivent venir valider une hypothèse et il ne faut pas les faire dans tous les sens. Je vous remercie. Donc, on remercie professeur Bello pour son excellente présentation.